Bonjour, merci à tous d'avoir cliqué sur cette vidéo. Vous êtes bien sur la chaîne du Vintubateur. Le Vintubateur, c'est la chaîne info, vin et sa filière. Je suis Julien, on va parler ensemble d'œnologie, de viticulture, de commerce, de distribution, de législation aussi. Mais on va commencer tout de suite avec les news. Au mois de mars, le site France Agrimaire sortait son bilan du commerce extérieur 2015. C'est avec beaucoup de plaisir que l'on peut remarquer que l'industrie du vin français a repris sa place de numéro 2 au niveau des exportations de marchandises, derrière l'aéronautique, mais avant le marché des produits de luxe. Avec 12 milliards d'euros d'exportation face à ces 2 milliards d'euros d'importation, l'excédent est de 10 milliards, ce qui prouve le dynamisme du secteur et qu'il faut le soutenir. Allez, on passe tout de suite à la deuxième news de la semaine. On peut dire qu'il y en a un dans le monde du vin qui sait soigner ses effets d'annonce et qui a le sens de la formule. Je veux évidemment parler de Michel Rolland, le vigneron et œnologue reconnu qui a le 4 avril, jour d'ouverture de la semaine des primeurs, craché tout son désamour envers la profession de journaliste, la traitant de, je cite, sans couilles. C'est le site du magazine Terre de Vin qui relaie l'information et qui explique que l'homme se serait emballé lorsqu'on lui aurait demandé de commenter le millésime 2015 et les conséquences du Bordeaux bashing. 2 jours plus tard, le même site revient avec un nouvel article expliquant les conditions de l'entretien. Le journal dissimule à peine une tentative de réhabilitation du célèbre Flying Winemaker, si tant est que celui-ci avait vraiment besoin de ça. Shakespeare avait une expression pour résumer tout ça, beaucoup de bruit pour rien. Au 1er avril, le site internet du journal Le Bien Public nous annonce que le BIVB veut avoir accès au dossier sur la fraude présumée impliquant la société Béjot Vins et Terroirs. Le BIVB, qui aide à la promotion des vins produits sur ces aires d'appellation, a tout intérêt à ne pas fermer les yeux sur cette affaire et à faire preuve de la plus grande intégrité. Pour rappel, le préjudice porte exclusivement sur des assemblages de lots bourguignons avec des vins produits sur d'autres aires d'appellation. Un sujet qui est malheureusement redondant dans la viticulture française et pas qu'en Bourgogne. La peine maximale encourue est quand même de 300 000 € et 2 ans d'emprisonnement pour les coupables. Quant à l'impact que ce genre d'affaires peut avoir sur le consommateur, lui, il n'est pas quantifiable. On compte quand même sur la bonne plume du BIVB pour emballer cette affaire une fois que celle-ci sera résolue. Allez, encore une histoire d'affaires dans les news de la semaine. L'entreprise romoise Hautajon, spécialisée dans la production d'étiquettes de vin et dans la tourmente, depuis la parution de l'affaire des Panama Papers. Le site du Dauphiné.com relate que le groupe, présent dans plus de 7 pays avec plus de 30 unités de production, aurait, par le biais de son PDG Gérard Hautajon, tenté de dissimuler plus de 24 millions d'euros via les sociétés panaméennes. Cet article fait écho au reportage de Cache Investigation diffusé le 5 avril sur France 2. L'homme faisant partie des plus grosses fortunes de France, on n'y trouverait rien de très étonnant. Non, ce qui nous attriste, c'est que la participation de ses employés, elle, s'est vue l'année dernière divisée par 2. Ça, c'est vraiment pas bien. Dans ce premier sujet éco, je souhaitais parler du milieu de la prescription dans le monde du vin. La présentation des vins primeurs à Bordeaux s'est terminée la semaine dernière. Et quand on parle primeur, on parle forcément prescripteur. Quand on parle prescripteur, on parle évidemment de journalistes, de blogueurs ou d'amateurs de renom qui donnent un avis qui a un impact sur la vie économique du produit qu'ils notent. On ne peut pas s'empêcher de penser à ce moment-là à Robert Parker, qui depuis 2 ans ne vient plus dans le vignoble pour noter les primeurs, mais qui continue son activité sur les vins livrables. Je vous mets évidemment dans la description de la vidéo les liens des différents articles que j'utilise pour traiter de ce sujet. Dans ces différents articles, on peut entendre 2 types de discours. Le premier discours, comme par exemple Olivier Bernard, qui revient sur le parcours de Robert Parker de manière assez nostalgique, en expliquant que son poids sur la filière permettait aux acheteurs et au monde de la viticulture de s'entendre assez facilement sur la politique tarifaire des vins livrés. Et d'un autre côté, on peut entendre d'autres voix qui s'élèvent disant que maintenant que la place est vide,
c'est plus au marché en lui-même de se réguler entre viticulture et monde du négoce, et que la prescription n'est là, on va dire, que pour donner son point de vue de manière externe. Pour ma part, si je voulais parler de ce sujet, c'est parce que je pense qu'à Bordeaux, l'influence de Robert Parker est toujours présente, peut-être pas avec l'homme, mais en tous les cas avec son système de notation. Le système de notation sur 100 qu'avait appliqué Robert Parker pour ses notes, alors pas forcément que pour Bordeaux, il le faisait pour tous les vins du monde qu'il dégustait, mais ce système-là à Bordeaux fonctionnait tellement bien, cette notation sur 100 fonctionnait tellement bien, que depuis qu'il n'est plus là, en fait, j'ai comme l'impression que le vignoble se cherche un nouveau porte-drapeau. J'en veux pour preuve, depuis quelques jours maintenant, les différents sites de personnes donc prescriptrices qui livrent sur internet ou dans leur magazine, leurs revues spécialisées, leurs premières impressions et leur grille de notation avec leurs différents tops. La plupart étant bien sûr notés sur 100. Comme le fait l'américain James Suckling, un ancien du Wine Spectator. On sent bien que Suckling a vu que la place était à prendre et il le fait de telle manière qu'aujourd'hui, les Bordelais sont assez contents de retrouver cette influence importante de la note sur 100 qui va leur permettre en fait d'avoir une certaine facilité à pouvoir communiquer sur la qualité de leur vin auprès des acheteurs. Une fois qu'on a dressé ce petit tableau, cette petite photo du système, on va dire, économique, viticulteur, prescripteur, négociant, acheteur, pour moi ce système-là, il est acté et il existera toujours. Maintenant, au-delà de ça, c'est par rapport à la notation sur 100 que j'ai un réel problème. J'estime juste que la notation sur 100 pourrait, à l'origine, à la base, proposer des notes avec une analyse extrêmement fine, puisqu'on part de 0 jusqu'à 100. Malheureusement, on s'en aperçoit par exemple avec le tableau que je vous présente là, c'est un top 50 dont je ne donne pas l'auteur parce que j'ai pas forcément envie de faire de polémique, mais on s'aperçoit donc que cette notation sur 100 nous assène des pavés assez indigestes pour ma part, qui en plus nous apprennent pas forcément grand chose, si ce n'est que Margaux est premier du classement et Cambon la pelouse est moins bon que Margaux, 50e. Merci. On remarquera simplement déjà que 7 points séparent Cambon la pelouse, 50e du classement, de Margaux, avec 100 points. Donc 7 points d'écart sur une notation sur 100, pour moi, ça me fait un petit peu bondir. Si on estime que Robert Parker est le père de la notation sur 100 et qu'il ne fait plus partie du circuit, en tout cas pour les primeurs, mais que l'on veut quand même continuer à utiliser ce système de notation sur 100 pour rassurer les marchés, pour permettre aux œnologues et aux acheteurs de retrouver un peu de confiance dans la notation avec des points de repère qu'ils avaient à l'époque de Robert Parker, je suis d'accord. Mais à ce moment-là, ce que j'aurais aimé de la part des gens qui utilisent ce système, c'est le reboot complet, c'est-à-dire rafraîchir cette grille de notation et arrêter de commencer à noter à partir de 80 par exemple. Si on commence à noter les vins à partir de 80, et je suis d'accord pour dire que et le millésime 2015 était très bon, donc les notes en dessous de 80, qu'il n'y en ait pas, ok. On repart à la base du système de notation sur 100, alors à ce moment-là, on aurait pu à la limite commencer au moins à 50 et à ce moment-là retrouver un peu de souffle dans cette notation et lui donner un peu plus de sens que la petite tranche étriquée que l'on a pu voir sur le tableau précédent qui pour moi n'a pas de sens. Si on considère que noter entre 80 et 100 des vins actuellement, ça ne revient ni plus ni moins qu'à faire une notation sur 20. Et par rapport à la notation sur 20, je suis plus enclin à travailler avec ce style de notation. Pourquoi? Je vais vous dire, parce qu'en fait la notation sur 20 pour moi permet quand même quelque chose d'assez sympathique, c'est la décimale, la virgule. Je trouve que la virgule en fait permet une certaine petite finesse dans l'analyse et à la limite même, j'ose dire, un petit peu de poésie, alors qu'une virgule sur une note sur 100 serait complètement ridicule. Donc à tous ceux qui pensaient que après le départ de Robert Parker,
des dégustations des primeurs à Bordeaux, le monde s'en verrait changer. Je vous dis qu'il n'en sera très certainement rien pour ma part. Le bon vieux système de notation sur 100 continuera son parcours, continuera à rassurer toute la profession, toute la filière. Le client seconde main qui a besoin de se rassurer avec cette note qu'il a en tête et dont il connaît la signification, eh bien, ça continuera à perdurer et tout le monde est content. Sauf moi. Alors et vous, quel est votre avis par rapport à ça? J'aimerais bien que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez. Je trouve que c'est assez intéressant de discuter de ça, en tous les cas à l'heure actuelle, parce que là on va rentrer dans la période où les tarifs vont sortir et donc ces notes vont être constitutives de la fixation des prix. On sait à l'heure actuelle que de toute façon l'augmentation elle sera réelle sur le millésime et c'est peut-être légitime, mais vu qu'on était déjà parti bien haut avec 9 et 10, est-ce que les légères baisses qu'il y a eu entre millésime 2011 et 2014 vont remettre un petit peu 2015 à niveau par rapport à ce que ça vaudrait réellement? Je n'en suis pas vraiment très sûr. Et laissez-moi vos commentaires dans la partie commentaires. On continuera le débat ensemble avec grand plaisir. On termine ce premier numéro avec un point culture. Donc si aujourd'hui j'arbore fièrement mon t-shirt Batman dans cette vidéo, ce n'est pas que parce que je suis aussi fan de comics. Il n'y a pas que le vin dans la vie après tout. C'est parce que, vous l'avez sans doute vu, il y a quelques semaines, Batman contre Superman est sorti sur les grands écrans. Il y a une scène dans le film où Ben Affleck, qui joue Bruce Wayne, l'alter ego de Batman, et chez lui dans une situation un peu compliquée où il essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe autour de lui. Donc il est assez affecté, c'est le soir, il fait nuit, et donc j'étais en train de regarder cette scène dans le cinéma, et à un moment donné, il y a deux petits plans très vite montés sur une bouteille de vin qui est à côté de son ordinateur, et on comprend qu'il a passé la soirée à boire du vin en essayant de démêler cette affaire. Et on se rend vite compte dans ces deux petits plans qui sont vraiment très fugaces que Bruce Wayne vient de boire tout simplement un Château Margaux. Alors passé la petite excitation du fait que, eh ben, hurrah, le vin français est représenté dans un film international cocorico, dans la scène, le montage fait qu'on ne voit pas vraiment l'étiquette du vin. Alors on sait que c'est du Margaux parce que, pour qui connaît l'étiquette, on la voit assez coupée en deux, mais on comprend que c'est du Margaux. Je me suis posé la question, pourquoi en fait ne pas montrer l'étiquette en elle-même? Le site The Wrap catalogue en fait dans le film les différents placements de produits. Et effectivement, le Château Margaux est donc catalogué comme placement de produit dans ce film. Est-ce qu'on peut réellement parler de placement de produit à ce moment-là quand le produit en lui-même n'est même pas vraiment montré, il est plutôt suggéré? A l'inverse, James Bond par exemple, on sait que dans ce film-là, un partenariat avec le Château Angelus avait été monté et que Angelus faisait vraiment partie intégrante de la scène. Là par contre, ça n'est vraiment pas le cas. Plutôt que placement de produit, moi je parlerais plutôt vraiment de vrais ressorts scénaristiques à ce moment-là, puisque le vin lui-même est censé montrer le statut social du personnage, donc un statut social assez élevé, un rang social assez élevé puisqu'il se permet de consommer des vins assez chers. Après, comment c'est monté, on voit qu'il n'y a pas forcément eu de prise de plaisir quand il a certainement bu son vin. On voit même pas ni de carafe, ni de verre à côté, on voit uniquement que la bouteille. On se poserait même la question de savoir s'il l'aurait pas bu au goulot, quoi. Donc, mais ça fait partie du ressort scénaristique, c'est-à-dire que l'homme est tellement absorbé par le problème qu'il a affronté qu'il ne fait même pas attention à ce qu'il consomme. Et donc ça crée ce décalage et le spectateur comprend que la situation dans laquelle il est vraiment critique. Donc c'est plus un ressort scénaristique que vraiment du placement de produit pour moi.
Est-ce que à ce moment-là, le château a demandé à ne pas apparaître en tant que tel, puisque le mode de consommation n'est pas vraiment adapté à ce qu'on souhaite faire du château Margaux, c'est-à-dire le côté traditionnel, le verre, la carafe, le repas, le dîner entre amis, où tout le monde prend du plaisir. Je ne sais pas. J'ai cherché beaucoup de renseignements quant au contrat qui aurait lié le château Margaux avec la production pour savoir ce qu'il en aurait été. Je n'ai strictement rien trouvé. En tous les cas, je voulais vous faire part de cette petite réflexion que j'ai eue en regardant ce film. Et puis pour ceux qui maintenant le verront en DVD, je pense, puisque le film n'est plus à l'affiche, eh ben, vous penserez à moi, j'espère, en regardant cette scène. Voilà, le 28 batteur, c'est terminé. Ça a été compliqué, mais bon, on y est arrivé. Donc, plusieurs sujets, plein de liens dans la description de la vidéo pour vous renseigner sur tout ce dont j'ai parlé. Comme je disais tout à l'heure, j'attends vraiment plein de commentaires dans la section en dessous pour qu'on continue les débats et qu'on discute ensemble. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous voulez recevoir les prochaines vidéos à venir. En tous les cas, moi j'étais ravi de passer ces quelques minutes avec vous et j'espère qu'on se reverra bientôt. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à mettre des j'aime partout et surtout abonnez-vous.